Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier. J'ai reçu un grand nombre de commentaires et messages de soutien. Vous n'imaginez pas combien vos mots me font chaud au cœur. Je sais, celle-ci n'est qu'une toute petite chaîne, rien à voir avec les grands noms qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Je ne suis qu'un simple passionné qui lit One Piece depuis son enfance. Ce manga m'a toujours suivi. Il était là pendant les bons moments, mais aussi pendant les pires instants de ma vie. Je ne fais pas de vidéos en pensant vous apprendre quoi que ce soit, ni par gloire personnelle, mais juste par le plaisir de partager avec vous autour d'une passion commune. Alors croyez-moi, que mes vidéos puissent vous plaire et vous intéresser est pour moi un immense cadeau. Donc, je vous remercie infiniment. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler des fourreaux rouges. Oui, je sais, je vous dis que mes persos préférés sont les méchants, et puis je fais une vidéo sur les samouraïs d'Oden. Mais quand même, ces flots qu'ils ont, je ne pouvais pas ne pas parler d'eux. Nos 9 guerriers font actuellement face à Kaido sur les toits de Nigashima. Et à la toute fin du chapitre 991, affirment vouloir mourir tels que des vrais samouraïs. Eh bien, je pense que leur vœu risque d'être exaucé. Comme toujours, Oda s'est inspiré à la culture de son pays pour créer et nous raconter l'histoire des fourreaux. Donc, comme à chaque fois, ma vidéo fera les parallélismes entre One Piece et les faits historiques et les légendes qui ont inspiré l'auteur. Et vous verrez que les destins des Asakaya Nine étaient déjà tracés depuis le début. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Kinemon, Denjiro, Ashura Doji, Kawamatsu, Kikunojo, Raizo, Inuarashi, Nekomamushi, Kanjuro, sans oublier Izo, les serviteurs fidèles d'Oden Kozuki, ces Asakaya Nine, les 9 fourreaux rouges, ces samouraïs, les hommes à qui Oden a changé la vie et pour qui Oden s'est sacrifié, leur confiant les futurs de Wano. Une fois leur seigneur mort, ils essayent de protéger sa famille et décident de le venger. Après avoir patiemment attendu pendant de longues années, aujourd'hui ils peuvent finalement accomplir leur destin. Mais quel est le destin d'un samouraï? Si l'histoire des fourreaux rouges vous donne une impression de déjà-vu, cela est normal, car Oda s'est inspiré du conte de 47 Ronin. Désolé, je dois ouvrir une parenthèse et vous raconter brièvement cette histoire, car je veux vous donner tous les éléments pour comprendre les parallélismes faits par Oda. Akoroshi ou encore Genroku Ako Jiken sont les noms japonais de cette légende tirée des faits historiques. En 1701, un jeune daimyo, Asano Naganori, est invité à la cour du shogun pour préparer la cérémonie d'accueil du cortège de l'empereur. Il est confié par les shoguns au dignitaire Kira Yoshinaka, qui a l'ordre de le former à l'étiquette. Mais Kira, vicieux et corrompu, ridiculise le jeune daimyo et il arrive même à l'insulter publiquement. Asano, poussé à bout pendant des mois, un jour perd son sang-froid
attaque Kira et finit par le blesser avant d'être arrêté par les gardes du palais. Condamné au seppuku, il exécute et enfonce sa propre épée dans son ventre. Après sa mort, son château et tous ses biens sont confisqués. Ces samouraïs deviennent des ronins, des samouraïs sans maître, la pire condition qu'il puisse exister pour de tels hommes. L'un d'entre eux, Oishi Koranosuke, prend les choses en main. Il met à l'abri la famille d'Asano et ensuite prend la tête d'un groupe des 47 ronins qui, restés fidèles à leur maître, décident de le venger. Pendant plusieurs années, ils attendent. Ils font croire à tout le monde d'être devenus des alcoolos, des bandits, des moins que rien. Entre-temps, ils repèrent les lieux, volent les plans de la maison de Kira et amassent des armes. Puis, une nuit de décembre, ils se divisent en deux groupes, ils attaquent la maison de leur ennemi et finalement, ils tuent Kira. Leur vengeance accomplie, ils n'essayeront pas de fuir, ils ne se cacheront pas. Ensuite, ils seront condamnés, eux aussi, au seppuku, et tous les 47 se donneront la mort le même jour. Les ressemblances entre l'histoire des 47 ronins et celle des Furo sont évidentes. Mais jusqu'à quel point Oda va s'inspirer? Aura-t-il le courage de faire mourir les samouraïs? Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oda ne tue jamais personne. Ouais, en effet. Et pourtant, je crois que cette fois-ci, on risque de voir de nouveau. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles, selon moi, les Furo rouges vont mourir avant la fin de cet arc. Raison numéro 1. Les codes du samouraï. Le samouraï est un guerrier de profession. Il sert un daimyo auquel il jure fidélité jusqu'à la mort. Éduqué à la plus stricte discipline, il suit la voie du Bushido, littéralement la voie du guerrier. Droiture, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur, loyauté. Voici les 7 vertus du Bushido. Les samouraïs non seulement ne craignent pas la mort, ils ne la considèrent pas. La mort n'est ni un mal ni un bien, car le samouraï ne vit pas pour lui-même, mais pour son seigneur. Un samouraï qui survit à son seigneur perd son honneur, et la seule façon de retrouver son honneur perdu est mourir. Avoir survécu à Oden est pour les Furo une honte. S'ils sont encore parmi nous, les raisons sont 2. Protéger les enfants de leur seigneur et ouvrir Wano tel qu'Oden leur a ordonné. C'est la volonté d'Oden qui les garde en vie. La volonté d'obéir aux ordres de l'homme à qui on jurait fidélité. Mais comme on a pu le voir à plusieurs reprises, les samouraïs sont arrivés sur Onigashima sans croire un seul instant de repartir vivants. Depuis le début, la leur est une mission suicide. Et si la leur est une mission suicide, la raison n'est pas uniquement la puissance des Kaido. Les rêves de ces guerriers est d'accomplir la mission reçue par leur seigneur et mourir en même temps pour retrouver leur honneur. Bien sûr, quelqu'un pensera que cela est un peu exagéré et que, par exemple, Kinemon parle de revoir sa femme. J'ai pas loupé ces détails, j'y reviendrai vers la fin de la vidéo si vous aurez la patience de regarder jusqu'à la fin. Raison numéro 2.
le scénario. Faut jamais l'oublier, le scénario d'un manga, d'un livre, d'un film a toujours des nécessités bien précises. Celle de développer l'intrigue de façon logique ou plus ou moins logique et celle de déclencher des émotions. Maintenant, les 9 fourreaux sont sur le toit. Ils font face à Kaido. Ils sont résolus à venger Oden. Ils se battent de toute leur force et de tout leur cœur. Et imprégnés de la volonté de leur seigneur, finissent par abattre les dragons après une longue bataille. Oui, niveau émotion, ce serait pas mal. Mais le problème est que le protagoniste de One Piece est Luffy. Luffy qui a juré de gagner face à tous les empereurs. C'est donc Luffy qui devra affronter Kaido. Après, si sera lui seul à donner les coups fatals ou si d'autres le rejoindront, ça c'est notre histoire. Je ne vois pas du tout les fourreaux rouges s'écarter et rester à observer le combat entre Luffy et Kaido sans rien faire. Ce sont des samouraïs et les samouraïs se battent jusqu'à la mort. Si Luffy devra se battre contre les Yonko, cela veut dire que personne d'autre sera encore debout pour le faire à sa place. Si les fourreaux sont largement sous-estimés, car leur puissance est bien majeure de ce que la plupart des gens pensent, c'est aussi vrai que jusqu'à présent, Kaido n'a fait que jouer. Quand le dragon décidera de nous montrer ce dont il est capable, au moment où il déchaînera toute sa rage, nos samouraïs finiront malheureusement par plier. Il faut avouer que niveau émotion, cela va être très puissant. Voir ces guerriers sacrifier leur vie pour le rêve d'Oden et laisser à Luffy la mission d'achever l'ennemi et libérer les pays pourrait être un moment extrêmement touchant. Car oui, il y a la possibilité qu'arrivé sur le toit, Luffy puisse trouver les samouraïs déjà à terre. Mais on pourrait, de même, voir les fourreaux organiser une dernière attaque pour distraire ou affaiblir Kaido. Et donc, permettre à Chapeau de Paille de continuer le combat à leur place. Ce serait une attitude digne des samouraïs les plus honorables, car, ne l'oubliez jamais, un samouraï ne se préoccupe jamais de sa propre vie. Sa seule préoccupation est que son camp puisse gagner la bataille. De plus, il ne faut pas oublier une chose, l'après-guerre. Une fois Wano libéré et Momonosuke devenu shogun, quel rôle pourrait-il avoir les fourreaux rouges? Quelle vie pour ces guerriers qui n'ont vécu que pour la vengeance? Avec tout ce qu'ils ont souffert, pensez-vous qu'ils pourraient simplement déposer les armes et partir en retraite? Non, il y a des personnages comme ça, maintenus en vie par leur soif de justice et dont la vie se termine avec l'accomplissement de leur mission. Raison numéro 3. Les théâtres kabuki. Tout le monde le sait déjà, l'arc de Wano est inspiré du théâtre kabuki, un type de théâtre traditionnel qui a des caractéristiques bien précises. Dans les théâtres kabuki, chaque pièce dure une journée entière et se déroule sur 5 actes. Le premier acte sert à introduire les personnages. Le deuxième développe l'intrigue. Le quatrième acte présente toujours une bataille ou une guerre. Le cinquième acte est toujours très court et montre le final de l'histoire. Actuellement, nous sommes dans le troisième acte de l'arc de Wano. Cela veut dire que le moment de la grande bataille doit encore venir. Oui, mais le troisième acte du théâtre kabuki a lui aussi
une caractéristique précise. Il se termine toujours avec une tragédie. Chapitre 991. Dans la toute dernière page, les fourreaux rouges affrontent Kaido et affirment vouloir mourir tels des vrais samouraïs dignes de leur maître. Oda ne fait jamais les choses à moitié. Il s'est inspiré du théâtre Kabuki pour cet arc. Cela veut dire qu'il nous montrera 5 actes. Et cela veut dire aussi que très probablement le 3e acte se terminera avec la mort tragique d'un ou plusieurs personnages. Et quoi mieux que les sacrifices des samouraïs pour clôturer cette partie de l'histoire. Rappelez-vous aussi des mots que Kinemon et Izo se sont adressés lors de leur rencontre. Une scène simple, mais que perso m'a donné des frissons. Et encore, les remerciements de Kinemon à Luffy quand celui-ci et les autres fourreaux sont emportés sur le toit par Kaido. Perso, je vois un adieu dans les mots du samouraï. Oda a posé par-ci par-là des petits indices sur le sort des fourreaux rouges. Oui, bien sûr, reste encore l'effet que Oda a du mal à faire mourir ses personnages, que Kinemon aimerait revoir sa femme, qu'il a été comme un père adoptif pour Momonosuke, mais justement, sa mort pourrait pousser les fils d'Oden à trouver définitivement le courage et la rage nécessaires à venger son père et devenir un shogun digne de ce nom. Attention, je ne dis pas que tous les fourreaux vont forcément mourir. Certains d'entre eux pourraient en effet survivre. Kikunojo par exemple, Raizo peut-être, l'un entre Inuarashi et Nekomamushi aussi. La raison pour laquelle je pense que l'un des deux va mourir, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Jack, si jamais cela pourrait vous intéresser. Mais pour d'autres, c'est compliqué de voir un futur après la guerre, vu comment Oda a développé leurs personnages. Denjiro, Ashura Doji, Kawamatsu ont trop souffert. Leur vie entière a été empoisonnée par la rage, la déception et la soif de vengeance. Les blessures du corps peuvent guérir, mais celles de l'esprit, elles, ne guérissent jamais. Les sacrifices des samouraïs seraient une digne conclusion pour ces guerriers qu'on connaît désormais depuis plusieurs années. Je sais que l'idée de voir mourir tous ou certains de ces personnages ne vous plaît pas, mais s'il vous plaît, réfléchissez un instant, réfléchissez à tous les mangas, les livres, les films, les séries que vous aimez le plus. On voudrait tous que les personnages qu'on a appris à aimer ou respecter puissent vivre heureux après les injustices et la souffrance. Et pourtant, sont toujours leurs sacrifices, ou plus en général, leurs morts qui nous font vivre des moments inoubliables, qui nous font ressentir cette tristesse et cette frustration qui s'estompent petit à petit avec le temps, mais qui nous auront tout de même marqués pour toujours. Ces personnages, nous finissons par les aimer encore plus, justement parce qu'ils ne sont plus là, et toute l'histoire gagne en profondeur grâce à eux. Si les fourreaux rouges sacrifieront leur vie sur le toit de l'île d'Onigashima, ils marqueront un tournant dans l'histoire de One Piece elle-même. Et en même temps, Oda nous servirait une symbolique puissante. Les fantômes du passé, qui terminaient leur devoir, laissent la place aux nouvelles générations pour qu'elles construisent un nouveau futur pour les pays. Bref, voici la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Surtout, n'oubliez pas d'écrire votre avis sur la question en commentaire. Et si vous avez envie, vous pouvez laisser un petit pouce et partager. En tout cas,
Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.